Dans cette vidéo, je vais vous parler du sentiment d'urgence, qui est un facteur qu'on dit favorable au changement en entreprise. Et j'aimerais apporter un petit peu de nuance par rapport à ce sentiment d'urgence et essayer de vous faire toucher du doigt les avantages et les inconvénients du sentiment d'urgence et comment on peut l'interpréter. Donc tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le sentiment d'urgence et le stress, qui sont deux choses très différentes. Avoir un sentiment d'urgence, si c'est quelque chose qui va vous stresser, si c'est quelque chose qui vous fait trop peur, ça va au contraire vous bloquer dans votre capacité à changer. Vous allez réagir de manière stéréotypée. Et ça, c'est pas du tout bon pour le changement. C'est pas du tout l'état d'esprit qu'on veut des personnes qu'on accompagne en entreprise pour les accompagner vers le changement. Donc, ce que je vous propose, pour nuancer le sentiment d'urgence, un petit graphe avec, sur l'axe des ordonnées, l'aspect, est-ce que c'est favorable à l'adaptation? Oui ou non, alors plus ou moins. Et donc, sur l'axe des abscisses, la peur et le danger perçu. Donc ce qu'on observe, c'est que quand on est dans un environnement où finalement il n'y a absolument pas de peur, mais alors pas du tout de crainte pour l'avenir, c'est-à-dire on pourrait dire on est serein, mais si c'est vraiment trop serein, s'il n'y a aucune pression, aucun stress, aucune tension, bon il n'y a pas de sentiment d'urgence, mais on peut tomber dans l'autosatisfaction, dans le manque de curiosité, dans des indicateurs arrangés ou cachés, et on n'a aucun stress, aucune pression. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc l'autosatisfaction là qu'on voit à ce niveau-là, moi j'ai rencontré pas mal d'entreprises, quand vous sentez, quand vous avez l'impression que vous êtes les seuls sur le marché, que la concurrence n'est pas au niveau, vous avez des tarifs très élevés par rapport à la concurrence, que vous êtes vraiment les rois sur le marché, eh ben, ce sentiment d'autosatisfaction va pas du tout être bénéfique pour le changement. Le manque de curiosité aussi, le fait de finalement se dire on est tellement sûr de soi qu'on est centré sur soi, ça c'est pas du tout aussi un état d'esprit qui va être propice au changement. Et donc on est dans des cas de figure finalement où bah oui tout va bien, mais on se remet pas en question et puis de toute façon on a confiance en l'avenir, mais de manière on va dire un petit peu naïve, c'est-à-dire que sans vraiment être curieux et aller regarder ce qui se fait à côté, ce que pourrait faire le marché, etc. Dans les entreprises aussi, il y a des indicateurs qui sont arrangés ou cachés. Souvent vous allez entendre en entreprise cette expression: les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Ça veut dire qu'on a présenté les choses d'une certaine manière, qu'on a présenté certaines choses et pas d'autres. Donc, par exemple, les indicateurs pastèques, c'est l'expression qui est bien connue pour dire que c'est rouge à l'intérieur, mais vert à l'extérieur. Finalement, c'est-à-dire que ça se passe pas bien du tout, mais on va faire comme si tout se passait très bien, ou on va montrer juste les choses qui se passent bien. Tout ça n'est pas du tout bon pour le changement. L'entreprise ou les dirigeants ont l'impression que tout se passe bien. On n'est pas dans la transparence, et donc du coup, les dirigeants ou les managers ne vont pas pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, quand on est dans des environnements comme ça, où il n'y a aucun stress, aucune pression, que ce soit sur les développeurs par exemple, ou sur les managers, ou sur quiconque dans l'entreprise, on peut avoir aussi une démotivation, un sentiment finalement que peu importe qu'on travaille ou pas, ça reviendra au même. Et donc, l'être humain peut être autodiscipliné, mais peut aussi manquer d'autodiscipline. Et ce genre de fonctionnement dans une entreprise, ça ne fonctionne pas systématiquement. Et donc, tous ces facteurs-là peuvent créer un sentiment de laisser aller, de routine. Le mépris du client aussi, c'est quelque chose qu'on peut voir arriver dans ce genre de situation. C'est que finalement, il n'y a plus vraiment d'envie de se dépasser ou de défendre les intérêts du client, mais c'est d'abord défendre ses propres intérêts. Puis le sentiment aussi que les clients sont bêtes ou sont incapables, et que finalement, sans nous, ils ne feraient rien. Et tout ça va contribuer finalement à une espèce de suffisance qui est très négative et qui n'est pas du tout appropriée au changement. Alors pas de feedback pris en compte, ça aussi c'est important. Quand on est trop sûr de soi dans l'autosatisfaction, eh ben on peut avoir du mal à prendre des feedbacks, on n'en demande même pas, et on continue d'avancer sans se préoccuper finalement des résultats et de ce qu'on apporte ou pas aux clients. Et donc dans ces environnements, très souvent, on a des batailles d'ego internes. Alors c'est souvent auto-centré, c'est-à-dire que l'entreprise, plutôt que de se battre contre des concurrents, va chercher en interne des ennemis pour avoir plus de pouvoir, pour avoir une meilleure place. Il peut y avoir des espèces de batailles entre des services pour des histoires de salaire ou de reconnaissance. Et finalement, on est en train d'être auto-centré, d'être replié sur soi, de chercher finalement des concurrents en interne, plutôt que de se baser sur les concurrents externes. À l'inverse, quand on est dans un cas où on a un danger perçu immense, c'est-à-dire que finalement on est au bout de la route, on voit le mur arriver très vite, c'est-à-dire qu'on est en retard par exemple pour livrer des outils extrêmement importants pour le business model de l'entreprise, ou bien on est face à des contraintes juridiques ou légales qui font que on va dans le mur, ou alors tout simplement on n'a plus de trésorerie. Bon bah là on est dans un moment où c'est aussi très difficile de changer.
Donc, c'est ce que j'appelle le sentiment d'urgence négatif. Il y a un manque de temps pour s'adapter, c'est la panique à bord, un stress généralisé. Donc, encore une fois, le stress, c'est pas quelque chose qui est positif pour le changement. Au contraire, on a des œillères, on va réagir pour se défendre, on va chercher des boucs émissaires, mais on va pas essayer de trouver des solutions tous ensemble. On peut être dans des situations où il y a des licenciements, des plans sociaux. Donc, tout ça, pareil, ça génère du stress. On est en train d'essayer de se protéger ou de protéger ses collègues. Et la peur de l'avenir, évidemment, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc tous ces facteurs-là, quand on a peur de l'avenir, quand il y a malheureusement des cas de licenciement de plans sociaux, tout ça, on est dans ce que j'appelle un sentiment d'urgence négatif. On est dans un état émotionnel collectif qui n'est pas du tout favorable au changement parce qu'il y a un danger perçu qui est très fort. Dans ces cas-là, vous allez avoir ni temps ni ressources, pas d'adaptation, des crises qui sont subies et non pas des crises qui permettent finalement d'aller de l'avant et de provoquer le changement. Vous allez observer des recherches de boucs émissaires, c'est-à-dire les gens vont trouver quelqu'un sur qui à qui faire des reproches plutôt que de se remettre en question soi-même. On est dans un mode survie, c'est du sauve qui peut. On retrouve beaucoup de phénomènes individualistes et une tension, de l'agressivité entre les équipes ou entre les managers ou entre les coéquipiers. Donc tout ça, malheureusement, quand il est trop tard, quand le danger perçu est trop proche, ou bien que simplement il y a une idée dans l'entreprise qui fait dire que c'est fini pour eux, c'est trop tard, c'est terminé. Dans ces cas-là, malheureusement, souvent, la finalité, c'est la dislocation du système, c'est que le fait que l'entreprise va pas pouvoir perdurer et soit va se faire racheter, soit va être obligée de licencier énormément de personnes. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que l'incapacité de l'entreprise et du système à changer, à évoluer, provoque sa mort. Donc au contraire, il y a un état finalement qui est beaucoup plus propice au changement, qui est un état finalement, on n'est ni trop confiant, on n'est pas non plus dans un état de stress généralisé, c'est ce que j'appelle un sentiment d'urgence positif. Donc comment est-ce qu'on observe ça? L'humilité et la responsabilité des collaborateurs. Les collaborateurs s'écoutent les uns les autres, ils font preuve d'empathie et ils sont aussi responsables de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment qu'ils sont responsables de l'avenir de l'entreprise et de ce qui va se passer. Ils sont attentifs au feedback, à la concurrence, ils font preuve de curiosité. Donc là, ça veut dire qu'ils vont observer ce qui se passe en dehors de l'entreprise. Ils sont conscients que les concurrents peuvent sortir des fonctionnalités importantes et qui pourraient être des game changers ou qui pourraient vraiment changer la donne. On a une pression bienveillante du management. Donc qu'est-ce que j'appelle une pression bienveillante? C'est-à-dire que on est attentif au travail qui est fait, on contrôle quand même le travail qui est réalisé. Alors soit contrôlé par des pairs, des gens qui font le même métier que les experts qui travaillent, mais il y a quand même une pression bienveillante, c'est-à-dire que on attend des résultats et on est là pour dire quand c'est bien, bravo, et quand c'est pas bien, bah là on n'est pas content, ça va pas. Si vous voulez, un bon management, c'est un management qui est capable assez fréquemment de jouer de la carotte et du bâton, et qui est capable finalement, en fonction des collaborateurs, en fonction de leur type de motivation, être capable de les driver vers une excellence collective. Un des facteurs favorables aussi, c'est la culture du droit à l'erreur. Si jamais les collaborateurs n'ont pas le droit de se tromper, n'ont pas le droit de faire d'erreurs, à ce moment-là, ils vont cacher en fait leurs mauvais résultats, et ça va pas non plus les aider à progresser, ça va pas non plus aider l'entreprise à progresser. Donc quand je dis qu'il faut savoir manier de la carotte et du bâton, ça veut pas dire qu'il faut être humiliant ou rabaissant ou des choses comme ça. C'est simplement dire, bon, là, par rapport à la tâche que tu as effectuée, il y aurait une autre manière de le faire, ou j'aurais préféré qu'on le fasse comme ci ou comme ça. Ou alors peut-être que tu devrais collaborer avec un tel qui est expert sur ton domaine pour que vous puissiez vous améliorer ensemble. Et c'est pas grave de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Néanmoins, ça reste quand même une erreur. Il y a quand même eu quelque chose qui a été fait qui n'a pas fonctionné. C'est pas grave, on va de l'avant, mais on va essayer de le corriger. Et du coup, on va s'en servir pour être encore meilleurs tous ensemble pour la suite. Donc là, on commence à parler de flow, on commence à parler finalement d'un environnement qui est extrêmement favorable au changement et à la performance. Donc il y a une remise en question sereine, les crises sont maîtrisées et anticipées, c'est-à-dire que les crises sont finalement des opportunités de s'adapter et non pas des crises subies. On a une adaptation continue, donc c'est-à-dire que finalement les acteurs de l'entreprise sont capables de faire appel à leur mode mental adaptatif et sont capables d'évoluer, de changer, de progresser tous ensemble et de collaborer de manière de plus en plus efficace grâce à des rétrospectives ou grâce à l'amélioration continue. Donc on a énormément d'assertivité, c'est-à-dire que tout ça permet à chacun de pouvoir s'exprimer, que ce soit peu importe le niveau hiérarchique,
chacun est capable de s'exprimer, de dire ce qui va bien et ce qui ne va pas, et on est capable aussi d'écouter tous les collaborateurs, quel que soit leur niveau de confiance en soi ou quel que soit leur niveau d'excellence. Chacun peut apporter quelque chose à l'entreprise. Et à partir du moment où on développe finalement cet état de tension positive, et bien là, on est dans un contexte qui est extrêmement favorable à la performance, extrêmement favorable à l'adaptation en continu. Et quelque part, c'est ça l'agilité d'entreprise. Quand vous avez tout le système qui est capable de s'adapter, parce que les gens sont capables de basculer en adaptatif et sont capables de collaborer, et qu'il y a une bonne gestion des conflits, c'est-à-dire que les gens communiquent bien et discutent bien entre eux pour être performants collectivement, là, on obtient l'excellence organisationnelle.